Parfait, merci. Avant de se lancer sur le sujet de la réduction des plastiques, je voulais rappeler qu'il y avait un groupe de travail sur l'alimentation durable qui aura lieu très prochainement le 25 septembre. Donc ça vient très très vite puisque c'est la semaine prochaine. Il aura lieu à l'ALAP, à IFINDIC, et on aura une présentation bien évidemment de ce qu'a fait l'ALAP sur le sujet plutôt des produits locaux et des produits bio. Et on aura le GAB FRAB aussi qui sera présent pour nous présenter comment s'organise l'offre bio locale et les enjeux agroalimentaires qui peuvent exister. Autre groupe de travail que vous pouvez aussi noter dans vos agendas, le 27 novembre, à l'UDA, Pôle. Donc, c'est une cuisine centrale du centre hospitalier du Centre-Bretagne. Et l'ordre du jour, ce sera le gaspillage alimentaire. Et enfin, pour terminer, il y aura un dernier webinaire de ce cycle qui sera consacré à l'information des usagers. Excusez-moi, vous avez parlé de quelle date pour la cuisine centrale? Ce sera à l'UDEAC le 27 normal. novembre 2025. 27 novembre. D'accord, Oui. ok, merci. Je vous enverrai le diaporama à l'issue de cette réunion. Ouais. Donc, vous aurez aussi toutes ces dates et je vous mettrai de toute façon l'ordre du jour de cette réunion du 27 novembre dès qu'il sera stabilisé, donc c'est-à-dire dans un mois environ. D'accord. Et nous accueillons aussi Pauline qui travaille à la DRAF, qui va se présenter elle-même pour nous parler aussi et nous faire un petit rappel réglementaire de ce pilier numéro 4. Hop. Pauline, je te laisse partager ton écran. Bonjour à toutes et tous. Hop. C'est parfait, ça fonctionne toujours, Pauline. C'est bon? Super. Oui. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Je suis Pauline Chailloux, je suis responsable du pôle offre alimentaire, donc à la DRAF, en charge notamment du suivi des objectifs de la loi Egalim et du déploiement de l'outil Ma Cantine. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la substitution des plastiques, sur le même format que les précédents webinaires, donc avec un rappel des dispositifs réglementaires, des enjeux autour de ces dispositions et les ressources pour le secteur de la santé pour aller un peu plus loin. Alors, si je fais ça, ça passe pas. Hop. Voilà. Donc, pour rappel, la loi Egalim, c'est une loi pour une alimentation saine, sûre et durable, accessible à toutes et tous, qui a tout de suite concerné le secteur de la restauration collective et qui a été complétée par la loi Climat et Résilience pour l'adaptation aux effets du changement climatique. Et on le verra aujourd'hui, ça a été complété aussi par la loi dite AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, ces dispositions s'articulent autour de 5 piliers donc, qui sont visibles à l'écran. Plus de produits de qualité durable dans nos assiettes, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines. Donc, vous avez eu des webinaires spécifiques sur ces piliers-là. Aujourd'hui, on voit la substitution des plastiques et vous verrez l'information des usagers et des convives. Pour rappel aussi, une infographie est sortie qui vous permet en un coup d'œil en fait, de voir l'ensemble des 5 piliers de la loi Egalim. Ça peut être utilisé pour des échanges entre les équipes de cuisine et administrative de vos structures, sensibiliser les usagers aussi en les affichant, les patients, les résidents, pour donner quelques repères clés autour des objectifs de la loi Egalim. Alors aujourd'hui, on fait un focus plus particulièrement sur la substitution du plastique pour réduire l'usage du plastique. Donc toutes ces dispositions, je l'ai dit, sont issues des lois Egalim, AGEC et Climat et Résilience, qui, par leur implication, concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la réduction, le réemploi, le recyclage des emballages en plastique à usage unique et cherchent à couvrir 2 gros enjeux. Tout d'abord, la protection des convives au titre de santé publique. On le sait, en fait, le plastique est porteur de perturbateurs endocriniens.
qui ont des effets sur la santé humaine. Bon, voilà, les effets sont multifactoriels, mais pour lesquels les enfants, de la conception jusqu'à la fin de la puberté, sont particulièrement sensibles. Et d'autre part, ces dispositions sont prises aussi pour la protection de l'environnement. La pollution plastique est aujourd'hui poussée à son extrême. On a tous en tête les images de mers de plastique. 80% des produits fabriqués en plastique deviennent des déchets aujourd'hui. Et très peu sont recyclables, à peine 10%. Donc le plastique est une grosse source de pollution tout au long de sa vie, son extraction, sa fabrication et jusqu'à ses déchets, et porte atteinte à la biodiversité, à la qualité des eaux et à la santé humaine. Voilà, on a aussi tous en tête ces images de pailles plastiques dans les narines des tortues. Donc, c'est pour répondre à ces deux enjeux, d'une part la protection de l'environnement pour réduire l'utilisation d'emballages à usage unique et la protection des convives que ces dispositions ont été prises particulièrement. Donc, c'est quoi ces dispositions? Elles s'articulent autour de quatre obligations. Donc, l'interdiction de la mise à disposition des ustensiles à usage unique en matière plastique pour la liste qui s'affiche sur votre écran. Donc, tout ce qui est gobelet. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro ouvert. Je coupe. Hop. Merci. Donc, vous avez ici la liste de tous les ustensiles qui sont dorénavant interdits, ustensiles à usage unique. Vous voyez les plateaux repas, les pots de glace, les saladiers, boîtes. Voilà, vous les avez tous ici. Tout ce qui est interdiction aussi d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique. Et ces dispositions s'adressent spécifiquement pour les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, tous les services de santé maternelle et infantile et centres périnataux de proximité. Et plus largement, ça s'adresse aussi aux scolaires, aux universités et aux crèches. Les interdictions de distribution de bouteilles en plastique dans les établissements de recevement du public et d'équiper avec des fontaines d'eau potable accessibles au public. Et enfin, l'obligation de proposer des contenants réutilisables ou composés de matières recyclables pour les ventes à emporter en restauration collective. Et dans vos établissements, ça peut peut-être concerner des cafétérias. Voilà, si je fais le lien avec l'outil Ma Cantine, vous pouvez, quand vous déclarez vos données chaque année, il y a l'onglet substitution plastique et donc vous pouvez faire un état d'avancement où vous en êtes en fait de ces 4 dispositions. Donc c'est assez succinct, mais ça vous permet de mettre en visibilité ce que vous faites dans votre établissement. Donc c'est l'onglet substitution plastique qui s'affiche ici. Donc, si on regarde tous les enjeux de mise en œuvre, eh bien, ça peut engager en fait des difficultés économiques, ces changements de contenants. Ça va demander des moyens humains supplémentaires pour devoir réorganiser en fait tout ce qui a cette manipulation des contenants, des aménagements ergonomiques, des nouvelles formations, des changements de parc de véhicules aussi s'il y a besoin en cas de transport. Et donc, ça va nécessairement avoir des répercussions sur le coût des repas. Il y a des difficultés structurelles aussi, on le verra un peu plus tard, mais il existe aujourd'hui pas d'emballage idéal, en fait pas de contenant idéal pour répondre à ces obligations. Et des impacts sur les convives et le personnel, alors, principalement sur le personnel, puisque ça va demander des réorganisations dans les structures. J'arrive pas à passer. Ah ouais, voilà. Donc en fait, ces nouvelles obligations, elles vont pas être va entraîner pas des changements, pas uniquement au niveau des contenants, mais bien sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'organisation en fait des repas. Ça va demander une réorganisation dans sa globalité en repensant toutes les étapes, la production des repas, la formation des agents, le stockage, le lavage, et va entraîner toute une série de questions. Et donc l'idée, c'est de bien aller progressivement en fait dans le respect de ces obligations et pas de passer du jour au lendemain en fait à des nouveaux contenants sans les avoir préparés. Et on le verra un tout petit peu plus tard, il y a aussi des contenants à choisir en fonction des usages envisagés. Voilà, donc ça, c'est les questions un peu qui peuvent se poser au niveau des établissements. Comment savoir quelles obligations nous incombent, quels contenants sont conformes à la réglementation, quelles solutions de lavage, comment en assurer le suivi et comment accompagner ces agents dans ce changement.
Donc, les contenants qui sont conformes à la réglementation, donc effectivement, quand on choisit de nouveaux contenants, il faut être vigilant au fait qu'ils soient conformes aux dispositions réglementaires qui ciblent l'établissement. Et quand on quand on dit conforme aux dispositions réglementaires, on fait surtout référence à l'article 77 de la loi AGEC qu'on verra juste après, mais qui demande qu'au 1er janvier 2025, il soit mis fin à l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans les services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, centres périnataux de proximité et services de PMI, donc les dispositifs qu'on a vus plus haut. Et évidemment, de s'assurer de l'aptitude au contact alimentaire et donc en vérifiant la déclaration de conformité. Donc cet article 77, c'est ce que je vous disais, elle met fin donc, au 1er janvier 2025 à l'utilisation de ces contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service. Vous avez ici la définition de ce qu'on entend par ces contenants-là. Les contenants de transport et de conditionnement ne sont pas concernés par cette interdiction. Et enfin, vous avez aussi dans cet article-là la définition de ce qu'on entend par contenant en plastique, c'est-à-dire tout contenant qui est partiellement ou entièrement fabriqué en plastique. Et même, par exemple, si un emballage est majoritairement fait en carton et qu'il a une fine couche de plastique, c'est considéré comme un emballage plastique. Alors, cet article 77 ouvre des dérogations par décret donc, qui est publié en janvier dernier, uniquement pour les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et services de PMI. Donc, ça ne concerne pas les scolaires ou les crèches et les universités dont j'ai pu parler tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas vous la lire en entier, mais elle liste toutes les dérogations possibles. Vous avez les contenants qui sont constitutifs d'un dispositif médical, les contenants de produits qui sont transformés, préemballés et qui n'ont pas vocation à être réchauffés. Vous avez aussi tout ce qui va être tétine, bague de serrage des biberons ou encore des couverts lorsque l'élément en plastique est utilisé comme une mesure de protection. Donc, petit point de vigilance sur les termes, la définition du plastique est inscrite dans le Code de l'environnement. Donc, elle est constituée d'un polymère avec présence possible d'additifs et les polymères qui n'ont pas été chimiquement modifiés ne sont pas assimilés à du plastique. Donc, tout ce qui est silicone et caoutchouc sont des produits en plastique. Quand on parle des contenants réemployables qui sont issus de fibres végétales, et qui sont, ce que je disais tout à l'heure, et qui ont une étanchéité en fait avec des films plastiques, sont associés à du plastique. Et quand on parle de caractère biosourcé ou végétal, ça fait référence à l'origine, mais ça ne veut pas dire que le matériau n'est pas en plastique. Et enfin, quand on parle d'appellation sans perturbateur endocrinien, ça ne veut évidemment pas dire qu'il y a absence de plastique. Donc, tous ces éléments-là, vous les retrouverez dans un guide d'accompagnement qui a été produit par le Conseil national de la restauration collective, qui a planché pendant 2 ans sur comment mettre en œuvre en fait, les interdictions. Donc, je ne vais pas vous le détailler, mais vous avez ici en fait, le sommaire qui vous présente en fait, la classification des contenants conformes ou non conformes et qui vont vous donner des préconisations pour mettre en œuvre ces interdictions dans vos établissements. Ce qui est intéressant dans ce rapport, qui est très bien fait et qui se lit assez bien, il vous propose des outils pratiques en fait, d'aide à la décision et qui vont vous donner des conseils pour choisir vos contenants. Et par exemple, ici, vous avez tous les critères qui sont à prendre en compte en fait, dans le choix de vos contenants. Donc, il va du coût, évidemment, mais de l'aptitude à la cuisson, la transparence, la résistance au choc, savoir si c'est facile à ouvrir. Et qui, au regard de ces critères, en fait, vont vous proposer une grille. À gauche, vous avez le matériau et en fait, au-dessus, vous avez les critères qu'on a vus juste la diapositive d'avant et qui vont vous orienter en fait dans le choix en fonction des usages des contenants prévus pour vous, quoi. Voilà. Et donc, on voit que l'inox et le verre sont quand même les 2 matériaux les plus optimales, je dirais, les moins mauvais pour ces usages-là. Donc voilà, vous avez plein de grilles disponibles d'aide à la décision dans ce rapport. Ce qui est mis aussi en avant, c'est
ce que je disais avant, c'est que ce changement de contenant, il faut l'imaginer aussi quand même dans un ensemble, dans une organisation globale, et que l'ergonomie ne doit pas être négligée. Donc, avoir cette approche système travail, accompagnement de la conduite du changement, et du coup, identifie les process qui doivent être criblés avec ce changement de contenant. Donc, tout ce qui va être la livraison des contenants, le lavage, l'organisation, les manipulations, les nouvelles activités qui peuvent potentiellement se créer avec ce changement de contenant. Et sur la droite de la diapositive, vous avez des types d'actions qui sont mobilisables en fait pour vous aider dans ce changement. Donc, tout ça, c'est des éléments que vous retrouverez dans ce guide d'accompagnement. Un autre guide qui est intéressant, qui a été produit par Agores, qui est un peu plus ancien, qui date de 2022, mais qui a mis en avant des expérimentations portées par des collectivités avec ces changements de contenants. Ils se sont majoritairement concentrés sur l'inox et le verre, mais les retours d'expérience sont assez intéressants à lire. Et ils le divisent en quatre grandes parties. C'est comment intégrer des contenants durables dans sa production, repenser la logistique, le portage à domicile, peut-être qui vont concerner un peu moins, et la veille, les collaborations en réseau. Et il y a des témoignages de collectivités sur des expériences qui ont été mises en place à leur sein, et voilà, ce qu'ils ont pu en tirer et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Voilà, ici, vous avez d'autres ressources que vous pouvez mobiliser. Les 2 ressources que je vous ai montrées sont les 2 principales existantes à date, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Ma Cantine dans la partie ressources. Et voilà, il y a pas mal d'autres webinaires thématiques un peu plus longs sur la substitution du plastique qui sont aussi intéressants d'aller creuser pour les retours d'expérience. Voilà, et peut-être une ressource, mais que vous connaissez, qui sont aussi sur vos territoires. Si vous avez un projet alimentaire territorial, eh bien, ça peut être de vous rapprocher de la chargée de mission ou du chargé de mission et de pouvoir vous mettre en lien avec des acteurs du territoire alors plus largement sur les différents piliers de la loi Egalim, mais sur la substitution du plastique, il peut y avoir voilà, des bonnes idées sur le territoire, notamment en termes de centres de lavage, par exemple. Voilà. Merci Pauline pour ce rappel rappel à la fois législatif et des enjeux sur la réduction du plastique. Rappel qui a été rapide. J'ai oublié de vous préciser que Roselyne Sadouki, qui devait témoigner, a dû avoir un contretemps et ne peut pas témoigner. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est que il y a moi, Pauline, qui peuvent répondre à vos questions, ou tout du moins tenter d'y répondre. Et je peux vous inviter aussi à témoigner de vos tentatives ou de vos réussites, de vos échecs sur la réduction du plastique au sein de vos établissements. Est-ce que vous avez un partage d'expérience à nous proposer sur les 10 minutes qui nous restent? Oui, Christophe. Oui, bonjour Christophe Vanet de l'ARS. J'avais une remarque, une question. Frédéric, je voudrais que tu nous dises ce que devait présenter la personne qui finalement n'est pas disponible, un petit peu le type d'établissement qu'elle représentait et puis en gros ce qu'elle devait nous présenter comme cas d'école. Et je voulais juste apporter une précision par rapport à ce que disait Pauline. Effectivement, le plastique a plein de désavantages qui ont été cités, hein, le fait que consommation de ressources pour le fabriquer, consommation d'énergie, après il faut gérer le déchet. Mais en fait, les images qu'on a de plastique dans la nature, comme on disait, dans la mer, etc., si en France, les filières de traitement des déchets n'entraînent pas cette situation, c'est-à-dire si les gens en France ne jetaient pas leurs déchets dans la nature, cela n'arriverait pas, puisque quand on met ces déchets à la poubelle, ça finit soit en incinéré, soit en centre d'enfouissement technique, soit c'est recyclé, mais les filières de déchets en France n'entraînent pas des déchets dans la nature. En France, je parle de la France, hein, je ne parle pas d'autres pays qui sont peut-être moins regardants que nous sur l'environnement, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour préciser, pour rassurer les gens que quand on met nos déchets à la poubelle, ils vont bien dans des centres agréés, ça finit pas dans la nature, en tout cas dans notre pays. Voilà, Ouais. c'était juste pour préciser ça. Et Frédéric, si tu peux nous redire ce que la personne devait nous présenter. Merci. Eh ben, c'était pas très simple parce que j'ai pas creusé du coup avec Roselyne. On était plutôt sur un témoignage d'EHPAD pas très grand. Donc peut-être un passage
à la porcelaine ou à l'inox ou au verre qui est plus facile parce que en termes de logistique au niveau des cuisines, en tout cas, il y a peut-être plus de facilité que sur des cuisines qui sont d'ampleur et qui nécessitent peut-être des tunnels de lavage et des investissements qui sont onéreux. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà passés à l'inox ou au verre ou à l'assiette à la porcelaine? Non, il n'y a pas de témoignage. Oui. Sur les pannes, nous, c'était déjà le cas. Les assiettes, de toute façon, dans le cadre des services aux résidents. Voilà. Donc, du coup, ça a pas modifié ça les pratiques, puisque dans l'idée, le service à table se fait dans des assiettes basiques. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Jean-Yves Prigent. Moi, je travaille, en fait, je suis formateur, même si je suis aujourd'hui à la retraite, je suis un ancien hospitalier et j'essaye de trouver des solutions, en fait, effectivement, souvent pour des EHPAD aujourd'hui, vous savez, qui font du portage à domicile. Donc, du coup, ils travaillent souvent avec embarquettes plastiques, film plastique, et évidemment, ça nécessite une réorganisation parce que la vaisselle qui revient, il faut évidemment la passer un tunnel de lavage, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc, je voulais savoir si en fait, il y avait une autre solution que de passer je veux dire, en inox, parce que ça mérite vraiment, ça nécessite une autre organisation. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? En barquette jetable, mais en d'autres matières. Bah, le principe, c'est d'aller vers le moins jetable. Donc, du coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres solutions. Par contre, il existe des centres de lavage qui existent sur le territoire qui peuvent être mutualisés. Et donc, ça peut-être, il peut peut-être y avoir des échanges en fait, avec les centres de lavage à proximité pour organiser cette logistique de lavage. Voilà. Ok, merci. Et sinon, si j'ai bien compris, en fait, l'interdiction pour le plastique est déjà opérationnelle depuis janvier 2025, essentiellement sur quand on produit pour de la pédiatrie, de la maternité. Mais est-ce également opérationnel? Cette réglementation s'applique-t-elle également, par exemple, pour les EHPAD aujourd'hui qui produisent aussi donc ce que je vous disais pour le portage à domicile? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont hors réglementation ou pas? Oui, en théorie, cette obligation s'applique à tous aujourd'hui. D'accord, d'accord. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà tenté le passage au plastique, à la réduction du plastique au sein de leurs établissements? J'imagine que les bouteilles d'eau, c'est quasiment systématique maintenant. Oui, Monsieur Pingam? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, je me présente du coup, moi je suis Marc Pingam, je suis le directeur de la restauration des Genêts d'Or. Et du coup, nous, on livre déjà du coup les repas actuellement sur nos structures en bac gastro-GN. On est aujourd'hui sur du plastique pour tout ce qui est les conditionnements individuels. Et alors à l'occasion là du coup de la construction d'une nouvelle cuisine sur Morlaix, par contre nous allons mettre du coup en place l'utilisation, puisqu'on a aussi l'arrivée de portage, de confection de portage de repas à domicile. Et du coup, nous allons mettre en place en barquette individuelle, en inox micro-ondable, avec couvercle en verre et silicone pour voilà. Et du coup, qui seront sertis avec une bande rolleuse en carton
pour assurer l'étanchéité du contenant. Alors, on ne l'a pas encore démarré. On va démarrer ça d'ici la fin de l'année, au mois de décembre, je pense. Mais c'est, voilà, après un petit peu un petit peu pas mal de recherches et d'études, c'est aujourd'hui l'option qui nous a paru la plus adaptée. Et Je peux vous étiez poser- dans le cadre d'un. Pardon? Oui, pardon, Vous étiez je dans le voulais. cadre d'un. Oui, pardon, dans le cadre d'un projet de construction de cuisine centrale, donc peut-être un bon moment pour passer. Bah, en fait, voilà, du coup, c'était l'occasion de le faire aussi, parce que du coup, on a aussi forcément intégré un tunnel de lavage pour le retour et des bacs. Alors, ce qu'on avait déjà, hein, mais différemment, puisque on le faisait déjà avec les contenants inox, mais les contenants multiportions, on va dire. Euh, mais là, c'est vrai que sur l'individuel, forcément, beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de quantité de bacs aussi. Donc, du coup, voilà, on met aussi du coup en place également un tunnel de lavage gérer tout ce flux retour du portage. Puisqu'on Oui, sera, j'avais. on va être au moins, on va se dire, allez 200 repas portage jour. Donc, forcément, ça fera un peu de flux. Si ce n'est pas indiscret, j'aurais pu connaître la société qui vous a fourni ces plats inox micro-ondables. Oui, 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 je peux vous donner ça. Alors après, hop, je vais vous dire tout de suite. Donc nous, c'est la société Digibac. Digibac. Merci Ouais. beaucoup. Et qui est Des- situé où, s'il vous plaît? Alors, elle est située dans le sud de la France. Attendez, il faudrait que je regarde exactement. Mais nous, voilà, ils ont pas mal. Attendez, je vais vous dire. C'est sur Bordeaux. Je croyais que c'était en dessous de Bordeaux. Bordeaux, mais c'est sur Bordeaux. D'accord, Et voilà, ça nous a paru. Alors voilà, c'est un investissement aussi, hein, faut pas. j'imagine. C'est un investissement entre la banderoleuse, les bacs. Surtout, il y a quand même plusieurs formats aussi. Puis il faut avoir la place, la capacité de stockage. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on va se dire, on profite de la création d'une nouvelle cuisine pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles pratiques. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages, Monsieur Quintel. Oui, j'avais une petite question. Les hôpitaux n'ont Est-ce pas que vous encore. pouvez rapprocher votre bouche Ah oui, du pardon. micro? On ne vous Je sais entend pas. pas très bien. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Oui, ça va à peu près. d'accord. Pour certains services qui n'ont pas pu déployer du coup la suppression des bouteilles d'eau, c'est-à-dire en carafe, pour des raisons organisationnelles, est-ce qu'il y a des sanctions à venir pour ça? Je ne crois pas. Merci. C'est pas la bonne réponse, Pauline. Il faut dire oui, il va y avoir de très grosses sanctions et il Oui, faut y aller. non, non, mais effectivement, mais c'est pas bien. Oui, oui, on y travaille, hein, mais ça va venir, mais bon, voilà, vu que cette loi date un petit peu quand même. Ouais. Après, il y a deux choses. Oui, Est-ce que des sanctions sont prévues par la réglementation? Et après, est-ce que les services veulent appliquer ces sanctions et les utiliser envers les établissements? Je ne sais pas s'il y a des sanctions qui sont explicitement écrites dans la réglementation Egalim. Eh ben, je ne sais pas, je regarderai, effectivement. l'esprit de la DRAF est pour l'instant, en tout cas, de pouvoir euh, convaincre les établissements de s'engager vers une démarche de respect de la loi Egalim au sens large du terme. Et le cycle de webinaires que nous co-animons avec la DRAF est dans cet esprit. Donc,
Si vous avez une démarche déjà d'engager pour supprimer les bouteilles, c'est plutôt un bon esprit. Et si vous avez besoin, en tout cas, des soutiens, eh bien, Pauline à la DRAF ou moi au GCS et peut-être même Christophe à l'ARS seront présents pour vous aider. Oui, c'est pratiquement déployé partout, sauf sur prescription médicale, mais il reste un endroit à le faire. Et puis voilà, c'est une question de moi, je pense, mais je voulais en savoir un peu plus sur les sanctions. Oui, donc ça avance plutôt bien. Ah oui, merci beaucoup. Si on est, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, il est 14h33 et je souhaite maintenir le timing sur ces petits webinaires de 30 minutes. Pas de questions a priori. Eh bien, je vais remercier Pauline pour son intervention et je vous remercie tous de votre participation. Je vous envoie les présentations, la mienne qui est vraiment très courte et surtout celle de Pauline et les ressources que l'on pourra avoir ainsi que les réponses aux questions qui ont été posées. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon Merci. après-midi et bon week-end. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.